c'est qu'il est insensé, comme à l'heure actuelle, de ne commencer à partir de l'histoire, à parler de l'histoire de la Chine qu'à partir de la guerre de l'opium au XIXe siècle, en oblitérant, en oubliant complètement l'histoire de la Chine dans les siècles qui ont précédé, alors qu'au XVIIIe siècle, la Chine était à un niveau économique qui était équivalent à celui de l'Angleterre. Bonjour à tous, oui. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo exceptionnelle puisque nous allons nous entretenir avec Jean-Michel Dufay. Vous le connaissez peut-être puisqu'il a également une chaîne YouTube qui s'intitule simplement Jean-Michel Dufay. Jean-Michel Dufay, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes interviewé par une chaîne qui s'appelle Pensée Plurielle. J'ai compris pourquoi ça s'appelait Pensée Plurielle. Vous me l'avez expliqué tout à l'heure. Voilà, parce que c'est le contraire un petit peu de la pensée unique. Je résume vite fait votre parcours pour que les gens sachent un petit peu qui vous êtes. Et si je me trompe, n'hésitez pas à me corriger. Vous avez commencé votre carrière en tant que chercheur. Ensuite, vous avez été enseignant à divers degrés, à divers niveaux. D'abord en tant qu'enseignant au niveau secondaire, c'est-à-dire pour les Français qui nous écoutent, collège, lycée, puisque vous êtes belge. Ensuite, au niveau supérieur et universitaire. Et aujourd'hui, vous êtes enseignant et vous formez les futurs enseignants d'histoire. Exactement. C'est bien ça? Ok, parfait. Et comme j'ai dit au début, vous avez également une chaîne YouTube qui s'appelle Jean-Michel Dufay, où là, vous avez enregistré vos cours d'histoire, mais pas seulement d'histoire. J'ai vu qu'il y avait aussi de la philosophie, des entretiens. Donc, c'est très divers et très intéressant. C'est comme ça que je vous ai connu. Et quand on regarde votre chaîne YouTube, quand on regarde vos vidéos, ben, on est un peu moins bête à la fin qu'au début. Écoutez, c'est très gentil. Donc, en fait, pour reprendre ce que vous avez dit en étant un petit peu plus précis, en fait, la plupart des vidéos enregistrées, ce sont en fait des cours destinés à l'origine à mes étudiants. Et puis, il se fait que à un moment donné, des amis qui ont été mis au courant de ces cours filmés pour mes étudiants ont dit ben, ce serait peut-être bien d'élargir en fait cette diffusion au grand public, et c'est ce qui est à l'origine de ma chaîne YouTube, alors qu'à l'origine, il y a quelques années, c'était des simples DVD qui étaient destinés à mes étudiants et qui n'étaient pas destinés donc à une grande diffusion. Donc, en gros, il y a des cours, ce sont les cours que je donne en fait. Donc, des cours d'histoire générale, des cours de philosophie et d'histoire des religions, et depuis 3 ans également, un cours qui s'intitule Approche historique de la littérature. À côté de ça, pour ne pas, comment dirais-je, confondre les torchons et les serviettes, si je puis dire, j'ai décidé d'avoir une rubrique qui s'intitule hors série, où il est plutôt question en fait d'engagement personnel sur le plan philosophique ou sur le plan politique. Voilà. C'est une chaîne très variée. En tout cas, ils ont eu raison de mettre ça sur YouTube, puisque vous avez eu on va dire quand même un grand succès. Et j'ai vu que vos vidéos étaient pas mal regardées, donc ils ont plutôt bien fait. C'était une bonne idée. Première question, un peu simple. Pourquoi êtes-vous devenu enseignant d'histoire? Ah, pourquoi je suis devenu enseignant d'histoire? Ben, tout d'abord, je dirais parce que j'aime l'histoire. Avant d'aimer l'enseignement, l'amour pour l'enseignement est venu après, chronologiquement. Donc, je me suis d'abord intéressé beaucoup à cette discipline depuis que je suis petit enfant. En fait, ça remonte très, très loin dans mon histoire familiale. Je m'intéressais à l'histoire de ma famille. Je voulais savoir qui était le père de mon grand-père, le grand-père de mon grand-père, quelles étaient leurs origines, quels étaient les métiers qu'ils exerçaient, tant du côté paternel que maternel. Puis, j'ai transposé ça une fois que j'étais adolescent à, je dirais, l'histoire des familles des rois de France principalement, et puis ensuite, quand j'avais, je dirais, 16-17 ans, j'ai transposé cette histoire, non plus à l'histoire des dominants, mais plutôt à l'histoire des gens. L'histoire des gens, c'est-à-dire l'histoire du peuple ou des peuples, et c'est ainsi que j'ai entamé des études d'histoire, et que l'histoire des dynasties ne m'a plus intéressé, ne m'intéresse plus du tout. Voilà.
Et maintenant, c'est plus du tout l'histoire des rois qui m'intéresse. C'était dans mes enseignements l'histoire sociale et dans mes recherches essentiellement l'histoire des idées, c'est-à-dire l'histoire de ma propre discipline, l'histoire, ce qu'on appelle l'histoire de l'historiographie et l'histoire de la psychanalyse aussi à un moment donné. Donc, vous êtes parti de votre propre histoire pour passer ensuite Exactement. à l'histoire avec un grand H, on va dire. Exactement. Et maintenant, c'est vraiment l'histoire de l'humanité, mais je crois que nous aurons l'occasion d'en reparler. Oui, tout à fait. Je voulais vous demander, qu'est-ce que la connaissance de l'histoire peut nous apporter en tant que citoyen? Ah ben, elle peut nous apporter beaucoup de choses, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'elle peut nous apporter? Je dirais, ben, d'abord, ne pas être amnésique quand même sur l'aventure collective, je dirais, de l'humanité. Et avant de nous apporter des choses en tant que citoyen, c'est d'abord nous apporter des choses en tant qu'être humain. Tout d'abord, savoir que l'être humain n'est lui-même que l'histoire, le résultat d'une histoire qui remonte très très loin et que la coupure entre d'une part la culture, la civilisation et d'autre part ce que l'on appelle aussi la nature, mais c'est une coupure, je dirais, épistémologique qui n'a de valeur que pour les Occidentaux principalement, et je dirais c'est une coupure qui est relativement tardive dans l'histoire des idées, et se rendre compte que voilà notre histoire et les recherches archéologiques depuis maintenant une bonne vingtaine d'années nous permettent en fait de remonter très haut dans le temps, maintenant à 7 millions d'années pour les premiers hominidés. On est remonté également pour l'origine de l'homme de 2 500 000 ans à 2 800 000 ans, et les chaînons entre les premiers hominidés et le genre humain, ces chaînons sont progressivement découverts. Ensuite, et c'est très intéressant dans le cadre de votre chaîne qui s'appelle Pensée plurielle, c'est que longtemps on a pensé que l'être humain était le produit d'une généalogie comme ça linéaire, partant du premier homme, entre guillemets, jusqu'à nous. Or maintenant, on se rend compte en fait qu'il faut être beaucoup plus modeste, qu'il y a eu toute une arborescence de pré-humains et puis d'humains, et qu'il y a encore 40 000 ans, il y avait 4 espèces humaines. Ah, et ça, on le sait seulement depuis, c'est très récent. Je dirais qu'on savait qu'il y avait à côté de l'homme de Cro-Magnon, donc l'Homo sapiens, c'est-à-dire nous-mêmes, l'homme de Néandertal, ça on le sait depuis longtemps. Mais, sauf que l'on sait maintenant que ces deux humanités ne se sont pas succédées, elles ont cohabité au moins pendant 5000 ans, entre 40 000 et 35 000 ans. Et ensuite, depuis 2010, on a découvert que vers 40 000, il y avait encore 2 autres espèces humaines, des hommes à proprement parler. C'est d'une part l'homme de Denisova, on l'a trouvé, ces squelettes, enfin, si je puis dire, des restes en tout cas de crâne en Sibérie, et d'autre part l'homme de Flores, qui est une espèce qui était en voie d'extinction et qui vivait en fait en Indonésie. Cette espèce humaine, parce que ce sont bien des êtres humains, a disparu parce que c'était une espèce naine et qui s'est éteinte parce qu'elle n'était plus du tout adaptée à son milieu. Donc, en fait, pour revenir à l'intitulé de votre émission, de votre chaîne, l'être humain, bon, n'est pas seulement un être unique, l'être humain a été pluriel. À un moment donné, il y avait 4 sortes d'hommes, il y a 40 000 ans, ensemble, et puis il y a 3 espèces qui ont disparu, au point qu'aujourd'hui, on peut bien dire qu'il n'y a qu'une seule race sur Terre, et le racisme n'a plus aucun fondement scientifique. Est-ce que ces 4 types d'êtres humains vivaient en même temps, simultanément, sur la planète Terre, durant la même... Vers 40 000. C'est-à-dire que l'homme de Cro-Magnon, ses origines, pour l'instant, semblent remonter, en tout cas pour les artefacts, c'est-à-dire pour les premières traces que l'on possède pour l'homme de Cro-Magnon,
remonte vers 330 000 avant Jésus-Christ. Et ça, c'est une découverte relativement récente, d'il y a quelques années, qui montre en fait qu'il y avait déjà des hommes de Cro-Magnon au Maroc. Et donc, les premières traces d'hommes de Cro-Magnon, c'est le Maroc. Et je crois que dans un pays, ou des pays comme la France, la Belgique, où la communauté marocaine est quand même relativement importante, je crois que ça vaut vraiment la peine de le souligner parce que il y a hélas, comment dirais-je, des tendances xénophobes, voire parfois racistes. Eh bien, les premières traces de nos ancêtres se situent au Maroc. Voilà, c'est quand même intéressant. Oui. Puisque vous parlez un petit peu de l'évolution de l'humanité, j'ai une question qui me vient en tête. Comme beaucoup de gens, comme beaucoup d'adolescents de mon âge, j'ai la trentaine, j'ai appris que nos ancêtres venaient d'Afrique avec la théorie de Out of Africa, etc. On a découvert donc des squelettes d'Homo sapiens au Maroc antérieurs, je pense, à ceux qu'on a découverts en Afrique de l'Est. Donc, qui remet en cause totalement cette théorie. Enfin, il y en a qui disent qu'il y aurait peut-être plusieurs souches de l'humanité à travers différents endroits. Mais moi, quand j'ai appris ça à l'école, j'ai appris ça de manière catégorique. Le professeur d'histoire disait nos ancêtres, les Africains, c'est comme ça. Alors qu'aujourd'hui, on voit que c'est remis en cause et que c'est peut-être un peu plus complexe. Est-ce que quand on enseigne l'histoire, est-ce qu'on ne doit pas être catégorique et dire on pense que c'est ça, c'est pas sûr, les chercheurs discutent entre eux, etc. Tout à fait. Donc, on doit toujours s'exprimer sur le mode hypothétique, bien exprimer que ce que l'on explique à un moment donné n'est que le résultat de l'état actuel de la recherche. Et effectivement, le problème se situe sur le plan pédagogique quand on a de jeunes enfants qui sont à la recherche de certitudes. Je dirais que les hypothèses, c'est pas toujours facile à comprendre quand on a 12-13 ans. Quand on a 15-16 ans, c'est plus acceptable. Mais on a besoin de savoir. Alors pourquoi? Parce que les jeunes adolescents sont à la recherche de leur propre identité. Et c'est logique. Donc, ils ne savent pas encore très bien qui ils sont entre je dirais, l'enfance et l'adolescence. Donc, le moment où on enseigne la préhistoire, en tout cas dans les programmes en Belgique, ça se situe en première année du secondaire. Donc, en gros, quand on a 12 ans, on n'est pas encore pubère à ce moment-là. On va passer à la puberté. Et c'est un grand problème, c'est qu'on peut se poser la question s'il ne faudrait pas inverser l'ordre chronologique dans lequel on étudie les matières, mais c'est un sujet très difficile parce qu'on peut retourner le problème en sens inverse. C'est logique que l'on commence par le début et termine par la fin quand on a 18 ans. Ça paraît logique. C'est plus facile à situer dans le temps, bien entendu. Mais en même temps, la matière la plus difficile, la plus subtile, celle qui repose sur des hypothèses qui ne sont que temporaires, c'est cette matière-là qu'on enseigne quand on est très jeune. Et c'est un vrai problème parce que l'esprit scientifique, on ne l'a pas, je dirais, quand on a 12 ans. C'est quelque chose qui se forme progressivement avec l'esprit critique. Et l'esprit critique, en fait, on ne commence à faire de la critique historique sur document avec les élèves qu'à partir de la 3e année, si je puis dire. Donc, les 2 premières années, on fait des enquêtes. Dans les programmes, en première et 2e année du secondaire, on fait des enquêtes. Il y a 9 enquêtes qui sont prévues au programme. Et puis après, on travaille sur des documents pendant 4 ans, donc de la 3e année jusqu'à la 6e, c'est-à-dire la réto. Voilà. Et ça pose des problèmes insurmontables. Donc, je ne prétends pas avoir la clé, je dirais, et la solution. Justement, puisque vous parlez des programmes scolaires, quel est votre avis par rapport à ça? Est-ce que vous trouvez que les programmes scolaires en Belgique pour les cours d'histoire sont bien faits, sont à revoir? Qu'est-ce que vous modifierez si vous étiez aux manettes? Oui. Écoutez, c'est très difficile. Bon, je peux vous donner mon avis à titre personnel, bien entendu. Oui, bien sûr, ça n'engage. Je ne jeterai la pierre à personne, d'autant plus que ces programmes, pour les élaborer, ont fait l'objet de réflexions de collectifs pédagogiques et que ce n'est pas tombé par hasard comme ça d'un cabinet ministériel.
Donc, il y a eu du travail derrière ça. Il se fait que depuis 20 ans, on a insisté essentiellement, non plus sur les savoirs, mais essentiellement sur les savoir-faire, c'est-à-dire sur ce qu'on appelle, c'est un mot très à la mode en pédagogie, les compétences. Alors, les compétences, en fait, on peut les appliquer, les mêmes compétences sur des périodes diverses et quelle que soit la période, finalement, le problème des pédagogues, c'est de faire fonctionner, je dirais, notre cerveau. C'est pas tellement de remplir notre cerveau. Vous connaissez la fameuse phrase de Montaigne, hein, vaut mieux une tête bien faite qu'une tête bien pleine. Voilà. Alors maintenant, je dirais que les compétences, c'est quelque chose d'essentiel, mais elles ont été proposées par l'OCDE à la fin des années du XXe siècle, du siècle passé, donc dans les années 90. Et à ce moment-là, les ministères d'éducation des pays d'OCDE ont répondu à ces injonctions en réfléchissant à la manière dont on pouvait répondre à ces injonctions qui visaient essentiellement un but d'employabilité par les entreprises où dorénavant les élèves et les étudiants qui se destinaient à la profession de professeur devaient essentiellement être polyvalents au départ d'un certain nombre de compétences comme l'esprit de synthèse, l'esprit critique, l'esprit d'analyse, l'expression, la communication, etc. Alors, le but paraît très humaniste, mais derrière tout cela, il y a évidemment un objectif, j'allais dire caché, mais je ne suis pas du tout complotiste, un objectif qui consiste essentiellement à ce que ceux qui vont être mis sur le marché soient capables d'assurer des tâches diverses, multiples, dans le cas de la flexibilité du travail, etc. Et donc, c'est une chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est que l'on peut avoir un discours officiel humaniste avec des vrais pédagogues qui visent à l'émancipation d'êtres humains, et derrière ça, malheureusement, il y a une idéologie qui est le néolibéralisme qui, comment dirais-je, vise effectivement des objectifs qui sont tout à fait autres. Voilà. Alors, quels sont, maintenant, de mon point de vue, puisque la question que vous me posez, c'est un long préambule que je vous ai fait ici, la question que vous me posez, qu'est-ce que moi j'y mettrais? Alors, sur le plan du contenu, tout d'abord. Sur le plan du contenu, moi, je crois que en France, c'est encore le cas, en Belgique peut-être beaucoup moins, mais le temps est complètement dépassé où on fait l'histoire nationale. Maintenant, je crois qu'on doit vraiment faire de l'histoire des civilisations l'histoire de l'humanité. Depuis une bonne trentaine d'années, on ne parle plus que de mondialisation. Donc, il faut considérer que l'espèce humaine a un destin unique qui est tout à fait apparent, je dirais, hélas, avec ce qui nous attend dans les futures décennies, quand on voit, comment dirais-je, les politiques, ou plutôt l'absence de politique réelle pour essayer de réduire les températures sur notre planète. Et de plus en plus, on va se rendre compte que notre destin est le même, quel que soit l'endroit où on se trouve sur Terre. Et donc, je crois que ça peut nous permettre, si l'on fait de l'histoire universelle, de nous rendre compte que, en faisant l'histoire, en fait, on peut étudier le fonctionnement des sociétés, pas seulement dans le passé, mais que l'histoire, ce n'est pas la science du passé ou des, comment dirais-je, l'histoire des sociétés humaines dans le passé, mais c'est une approche particulière, un regard sur ces sociétés, également dans le présent et également pour réfléchir sur le futur. Donc, l'histoire est une discipline qui, loin des poncifs de jadis où l'on faisait une histoire chronologique, politique et militaire, l'histoire a une fonction, je dirais, sociale, une fonction de rencontre entre les cultures, non pas dans un esprit de grande fraternité, qui est bien sympathique et qui serait tout à fait souhaitable, mais parce que l'histoire nous permet de comprendre que
le destin des sociétés humaines, finalement, est commun. Et nous arrivons vers une civilisation qui est une civilisation mondiale, je dirais. Et que, voilà, donc je crois qu'il faudrait donc faire beaucoup plus d'histoire universelle. Et quand je dis histoire universelle, je dirais de l'histoire connectée. C'est-à-dire, pas simplement faire de l'histoire à côté de l'histoire d'Europe, de l'histoire de la Chine, de l'histoire de l'Inde, de l'histoire du Japon, de l'histoire de l'Amérique. Non, il faut intégrer toutes ces histoires-là dans l'histoire des relations qu'elles ont eues dans le passé. Pourquoi elles se sont rejetées, pourquoi elles se sont ignorées et pourquoi, à certaines époques, elles ont été finalement très liées les unes aux autres par des éléments d'ordre culturel, par des éléments d'ordre commercial, par exemple. Donc, nous avons un destin commun, en tout cas depuis 5 siècles au moins. Ça, c'est tout à fait sûr. Ensuite, et ça c'est lié à ce que je vous expliquais il y a quelques minutes, il faut, me semble-t-il, quand on fait de l'histoire, et c'est pour ça que ça mériterait d'être mis dans les programmes, partir du présent qui peut servir de point de départ à la construction d'un cours d'histoire pour interroger le passé. Et inversement, des problématiques du passé nous permettent d'interroger le présent. Donc, il doit y avoir des allers-retours entre, d'une part, le présent et d'autre part, le passé, mais pour construire un futur. Ça risque un peu d'embrouiller les élèves si on mélange le passé, le présent, les différentes périodes, etc. Je ne crois pas qu'il faut mélanger. Je trouve qu'un événement d'actualité, qu'il soit naturel, qu'il soit politique, qu'il soit militaire ou autre, peut être le point de départ d'une leçon pour réfléchir sur l'histoire. Qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé à ce qu'à un moment donné, eh bien, il y ait un problème sur Terre entre deux nations, un problème économique, un problème épidémiologique ou quoi? Par exemple, aujourd'hui, si j'étais professeur, bon, il se fait qu'on a eu plusieurs mois de confinement, mais il est clair que si j'étais dans l'enseignement secondaire, et je l'aurais fait aussi avec mes étudiants du supérieur, je serais parti de la crise du coronavirus pour interroger l'unification microbienne du monde qui se situe au XVIe siècle. C'est à ce moment-là que par les liens qui vont s'établir par le biais des conquistadors qui vont conquérir l'Amérique, par les liens également des Portugais qui partent vers l'Inde, vers la Chine et le Japon, c'est à ce moment-là que se produit une mondialisation dont on ne parle pas, parce qu'on parle toujours de la mondialisation économique, mais c'est à ce moment-là que les microbes vont circuler. Et si on est passé de 70 millions d'Amérindiens en 1500 à 10 millions d'Amérindiens 100 ans plus tard, eh bien, je dirais que les microbes ont joué un rôle essentiel. Eh bien, vous voyez donc partir d'une situation actuelle, le coronavirus, qui est vraiment une situation mondiale, on le voit bien. Et là, ce sont les avions qui jouent essentiellement le rôle. Eh bien, on peut comprendre pourquoi une civilisation s'est effondrée il y a de ça maintenant 450 ans. Donc, voilà comment j'imagine les choses. Mais je vous ai donné un exemple, hein, je pourrais vous en donner 100. J'ai une petite question. Je voulais savoir, par exemple, est-ce que vous donnerez le même nombre d'heures de cours à apprendre la civilisation, on va dire la civilisation occidentale européenne et les autres civilisations, civilisation indienne, civilisation arabo-musulmane, civilisation chinoise, etc. Ou bien ne faut-il pas mettre l'accent d'abord sur la civilisation occidentale et ensuite parler des autres civilisations? Écoutez, là, je peux imaginer qu'il peut y avoir des grandes discussions entre professeurs d'histoire et historiens. Traditionnellement, et pour des raisons pédagogiques, quand on est dans l'enseignement primaire, on s'interroge d'abord sur les liens avec l'environnement proche, que ce soit sur le plan temporel ou sur le plan spatial. Donc, on va, quand on est à l'école primaire, d'abord, avant d'étudier, je dirais, le pays, la nation, on va d'abord essayer de comprendre ce que c'est qu'une commune, ce que sont les institutions communales. On va s'interroger sur son environnement proche, le chemin qu'un enfant mène
qui le mène de son domicile à l'école. Et puis, à partir de là, on va progressivement élargir. Donc, si on reste dans cette conception-là, oui, évidemment, il faut partir de ce qui est proche des élèves pour essayer d'élargir, je dirais, vers l'histoire globale. Maintenant, si l'on fonctionne comme ça, est-ce qu'on ne reste pas dans, comment dirais-je, dans une logique, je dirais, un petit peu idéologique? Si l'on veut construire la société de demain, est-ce qu'il ne faut pas d'emblée immerger les enfants dans l'idée que le monde est notre patrie dès le départ? Voilà, pour éviter des clivages qui peuvent conduire à des désastres comme il y en a eu dans le courant du XXe siècle. Moi, ce qui est sûr, alors là, je ne réponds peut-être pas tout à fait à votre question quant à l'ordre dans lequel il faut le faire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est insensé, comme à l'heure actuelle, de ne commencer à partir de l'histoire, à parler de l'histoire de la Chine qu'à partir de la guerre de l'opium au XIXe siècle, en oblitérant, en oubliant complètement l'histoire de la Chine dans les siècles qui ont précédé, alors qu'au XVIIIe siècle, la Chine était à un niveau économique qui était équivalent à celui de l'Angleterre. Pour l'Inde, c'est la même chose. Je trouve ça incroyable, ça n'a pas de sens d'oublier l'histoire de l'Afrique, d'oublier l'histoire des Amériques. Donc pour moi, en étant dans cette logique-là, on reste dans un monde, dans une idéologie qui ne correspond plus du tout à la réalité. Et ceci conduit alors inévitablement à des nationalismes que l'on retrouve partout. On va regarder aux États-Unis avec Donald Trump, au Brésil avec Bolsonaro, dans des tas de pays européens. En Chine aussi, pas mal de nationalisme voilà. En Chine, en Argentine, un peu partout dans le monde. Exactement. Donc, hélas, je connais un petit peu les programmes d'histoire que l'on enseigne en Chine ou en Inde, mais c'est affolant. Ce qu'eux apprennent, mais c'est un petit peu la même chose que nous. Les Chinois considèrent toujours qu'ils sont l'empire du milieu, donc ils ne voient rien sur l'histoire européenne. Si vous voyez les manuels d'histoire en Inde, pour l'instant, il y a un premier ministre d'extrême droite, Modi, qui promeut l'histoire hindoue au détriment de l'histoire musulmane, alors que pendant plus de 3 siècles, l'Inde était dominée par les grands Moghols qui étaient des musulmans. Oui. Et du coup, il attise, je dirais, un sentiment nationaliste hindou. Mais ça n'a pas de sens parce que l'hindouisme, c'est une religion, c'est pas, je veux dire, une ethnie. Et c'est ce qui fait qu'il y a, depuis quelques années, des conflits religieux en Inde. Donc, en Inde, ça date déjà depuis longtemps, les conflits religieux entre musulmans et hindous. Voilà. Petite parenthèse, le Taj Mahal est un palais musulman à la base. Tout à fait. Voilà, c'est un mausolée, donc c'est un mausolée du XVIIe siècle. C'est pas un palais, mais effectivement, donc quand on pense à toute cette civilisation des grands Moghols, donc au Rajasthan, à Agra, à Delhi. Non, Delhi, en fait, c'est une civilisation qui est antérieure, puisque le sultanat de Delhi date du XIIe siècle. Mais c'est vrai que mais c'était déjà musulman, le sultanat de Delhi. Donc, c'est vrai que c'est tout à fait absurde. Donc, ce sont des cours idéologiques, exactement comme ceux qu'on enseignait avant la guerre de 14-18 en France, en Belgique, en Allemagne. Le but du cours d'histoire, c'était de faire de bons patriotes. Et c'est ce qui a, je dirais, donné du cœur, je dirais, hélas, à des tas de jeunes soldats qui avaient 18-20 ans, 1914, aller se battre contre les barbares germains pour les Français et les Belges, et inversement. Vous voyez, donc oui, il faut en aucun cas que le professeur d'histoire ne se substitue à une sorte de propagandiste, et c'est pour ça que l'esprit critique est tellement important. Petite question, quelle est votre plus grande satisfaction en tant qu'enseignant d'histoire à travers toutes ces années? Ah ben écoutez, je vis peut-être dans un rêve ou une illusion, mais je me persuade que les cours que j'ai donnés ont servi à quelque chose. Mais évidemment, j'ai conscience de n'être qu'un grain de sable sur la plage et donc d'être très, très peu de choses. Et je le suis, comme tout un chacun, inévitablement.
Mais ce qui me donne la satisfaction, c'est lorsque je vais voir certains de mes étudiants actuels qui sont en formation, en stage dans des athénées, donc des lycées de l'enseignement secondaire, de voir mes propres anciens étudiants qui sont eux-mêmes devenus professeurs et qui sont devenus même maîtres de stage, voire parfois directeurs ou directrices de lycée, d'athénées. Et quand ils me voient, ils me disent « Ah, monsieur Dufay, votre enseignement a été une véritable révélation pour moi. » Et voilà, et du coup, ben, j'enseigne l'histoire d'une certaine manière. Voilà, alors du coup, je me dis que j'ai peut-être apporté ma petite pierre dans l'édifice, je dirais que beaucoup, comme moi, essaient de construire. Mais ce sera peut-être une illusion, mais au moins j'aurai tenté l'aventure. Qui ne tente rien, qui ne tente rien. Et à travers toutes ces années, est-ce que vous avez constaté une évolution des jeunes, que ce soit au niveau du secondaire ou du supérieur? Est-ce qu'ils sont moins attentifs ou plus attentifs? Est-ce qu'ils connaissent plus de choses, moins de choses? Parce qu'on entend souvent dire un petit peu, très souvent dire que le niveau baisse, que les élèves connaissent de moins en moins de choses, etc. Alors, ça, c'est une vieille antienne, si je puis dire, qui remonte à bien longtemps. À toutes les époques, on a prétendu qu'on était meilleur à la génération qui précédait. C'était déjà le cas au 19e siècle. Il y a d'ailleurs des lettres dans lesquelles on voit des instituteurs ou des inspecteurs qui disent « Ah, mais à mon époque, il n'y avait pas de faute d'orthographe. » Déjà au 19e siècle, hein, voilà. C'est vrai que mes grands-mères écrivaient sans aucune faute d'orthographe. Ça, c'est tout à fait vrai, alors que maintenant, ben, effectivement, il y en a beaucoup. Alors, pourquoi il y en a beaucoup? Ben, c'est évidemment pas parce que les élèves sont inattentifs, c'est pas parce qu'ils sont plus idiots, ce serait stupide et bien prétentieux de notre part de prétendre que nous avons un QI supérieur aux jeunes enfants, d'autant plus que ce sont des enfants, nos enfants, ça n'a pas de sens. Ce qui est sûr, c'est que il y a eu une révolution technologique donc qui remonte maintenant à plus de 30 ans et on a vraiment vu, j'en ai parlé plusieurs fois avec mes collègues, moi j'ai vu, je dirais, une rupture cognitive liée à la révolution technologique vers 2007 parce que comme historien, je me suis dit, je vais essayer de dater ça. Depuis quand a-t-on, nous, en tant que professeurs dans un établissement pédagogique, depuis quand avons-nous des étudiants qui ont de gros problèmes d'orthographe, des gros problèmes d'expression et des problèmes, je dirais, de mémorisation, etc. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi vers 2007? Et puis, je me suis dit, mais les élèves, nos étudiants, quand ils arrivent, ils ont plus ou moins 18 ans, puisqu'ils sortent du secondaire. Si on fait 2007 moins 17 moins 18 ans, on arrive à la fin des années 80. Hein, des années… Non, début des années 17-18 ans, au début des années 2000. On est en 2020. Donc, j'ai dit, c'était la rupture cognitive en 2007. C'est pas ça que j'ai dit. Oui, c'est ça, oui, 18 ans par avant, 2007. Oui. Début des années 90, fin des années 2007 moins 18, on est à la fin des années 80, hein, si je calcule bien. C'est ça. Hein, voilà. Et donc, il se fait que c'est l'époque où les petits-enfants, je dirais pratiquement dès leur naissance, ont été mis devant des PlayStation par leurs parents parce qu'ils étaient débordés de travail et ils ont évolué avec, je dirais, les ordinateurs. Donc pour eux, c'est un jeu d'enfant, pour eux, c'est leur alphabet, c'est leur grammaire. Alors que des gens de ma génération, en tout cas moi en particulier, j'ai des difficultés pour me connecter à un certain nombre de technologies nouvelles. En tout cas, le blocage, il est psychologique, évidemment. Je ne crois pas être complètement idiot, mais il est essentiellement psychologique. J'ai un peu une appréhension face à ces technologies. Or, eux, c'est juste le contraire. Ils sont comme des poissons dans l'eau. Et donc, ils ont appris un langage qui est différent. Et je crois que ça fait, comment dirais-je, une forme d'auto-apprentissage parce qu'ils étaient laissés à eux-mêmes, qui a fait qu'ils ont vécu dans un monde relativement binaire, hein, parce que sur ces PlayStation dans les années 90, je ne sais pas ce qu'il y a dessus maintenant, mais enfin c'était très binaire, hein, c'était les bons contre les méchants avec des bazookas et des choses comme ça. C'était assez simple. Donc ça ne poussait pas à la réflexion, à une certaine subtilité, je dirais, du raisonnement.
Le cinéma aussi, hein. Le cinéma Le cinéma aussi. hollywoodien, c'est les bons et les méchants, il n'y a pas de subtilité. Voilà, voilà. Et donc, voilà, pour moi, une des causes, je dirais, de cette rupture que j'appelle cognitive au niveau de la connaissance, c'est peut-être, je crois, ce qui s'est passé dans les années 90 à partir du moment où ça s'est complètement généralisé, ces technologies nouvelles, que les enfants sont presque nés dans la marmite, un petit peu comme Obélix, hein, voilà, et qu'à partir de ce moment-là, eh bien, ils n'ont pas évolué comme nous avons évolué. Alors, la génération qui a, je dirais, maintenant 30 ans, ce sont un peu des gens qui sont des êtres hybrides parce qu'ils ont connu les deux. À l'école, ils ont connu encore l'école traditionnelle, entre guillemets, et puis après, ils ont connu les technologies tout en étant très jeunes, mais souvent en étant adolescents. Donc, quand on a 10 ans de plus, on n'a pas la même appréhension du monde. Et je crois que ça explique beaucoup de choses. Maintenant, c'est une interprétation personnelle. Je n'ai lu nulle part. Ça va, moi, je Voilà. suis né à la bonne période alors. J'ai connu Ah le ben monde voilà. d'avant et le monde d'après quand j'étais jeune. Exactement. Et donc, voilà. Alors maintenant, c'est vrai que quand j'ai mes étudiants qui arrivent en première année, souvent je fais un test en la première semaine, régulièrement en tout cas, et je leur pose un certain nombre de questions élémentaires qui ne sont pas du tout des questions de réflexion, ce sont des éléments, je dirais, purement, je dirais, de connaissances factuelles. À quel siècle a vécu Charles Quint, qui était Léonard de Vinci, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment pas intelligent. Ça correspond à des notions qu'on est censé connaître quand on sort de sixième année du secondaire. Et je suis toujours effaré de voir que le niveau a vraiment chuté depuis 2007. Alors, pourquoi? Les professeurs qu'ils ont eus, ben, ce pas des gens qui ont leur âge, donc ils appartiennent à la génération d'avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça n'a pas accroché, ce type d'information n'a pas accroché au moment où on leur enseignait? Ces professeurs d'histoire, ben, il n'y a pas de raison qu'ils soient moins bons que ceux de ma génération. Hein. Il n'y a pas à critiquer bêtement comme ça nos successeurs. Il n'y a vraiment pas de raison. Donc, voilà. Moi, je crois que les jeunes sont tellement envahis par cet univers, je dirais, informatique, par le fait qu'ils ont des difficultés à se concentrer, parce que vous avez parlé du problème de la concentration tout à l'heure. C'est vrai qu'ils vivent dans l'instant, parce que aujourd'hui, avec les GSM, on s'écrit en texto, ce qui peut expliquer évidemment grandement les problèmes d'orthographe. Hein, on n'écrit plus quoi, Q-U-O-I, mais c'est K-W-A, hein, par exemple, vous le savez. Donc, on essaye toujours, hein, je t'aime, évidemment, on écrit ça en 2 ou 3 lettres, et c'est plus, voilà. Donc, voilà, donc ça, c'est pour l'orthographe. Mais également, il y a une difficulté à se concentrer sur un texte qui est plus de 2 ou 3 pages. Quand mes étudiants cherchent des informations, ils préfèrent aller sur des sites informatiques plutôt que d'aller chercher des informations dans un manuel. Il y a d'excellents manuels du secondaire ou dans un livre. Je leur fais lire des ouvrages qui ont 200, 300 pages, mais très rapidement, je me suis rendu compte que mes étudiants, ben, ils lisaient chacun un chapitre du livre et puis ils s'échangeaient les fiches. C'est-à-dire que un livre complet, ça n'allait plus. Ça n'allait plus, c'est trop dur de lire 200 pages. C'est trop difficile. Alors que pour ma génération, moi, je lis 4 ou 5 livres par semaine. Donc, moi, voilà, c'est mon ADN, si je puis dire. Et voilà. Et donc, il y a effectivement une grande différence générationnelle. Et c'est la raison pour laquelle, ben voilà, il est temps que je parte parce qu'à un moment donné, je serai sur une toute autre planète qu'eux et il faut qu'il y ait effectivement des enseignants qui soient plus proches de leur univers mental. Ils sont évidemment aussi intelligents que nous, il n'y a pas de raison, mais c'est vrai qu'au niveau des connaissances, il y a un gros problème. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ils ont peut-être aussi développé d'autres connaissances plus Bien informatiques, etc. entendu, à côté, bien entendu. peut-être qui Moi, compensent. c'est pas qu'ils compensent, qu'ils sont autres. Moi, c'est vrai que j'ai l'impression d'être un handicapé sur le plan informatique par rapport à mes étudiants. Moi, il faudrait me mettre dans l'enseignement spécial, mais vraiment pour quelqu'un qui a un QI très faible.
Parce que bon, voilà, donc c'est clair qu'à leurs yeux, j'ai un souci, quoi. Comme voilà, mais disons, voilà, ils ont d'autres compétences. L'idéal, ce serait que ces compétences soient assimilées de la même manière par les mêmes individus. Et pour l'instant, il y a une rupture, ça c'est clair. Aussi, je voulais parler un petit peu de politique. Vous êtes à gauche, vous ne le cachez pas, je crois. Bon. Et c'est souvent une critique qui est adressée à l'école en disant elle est trop à gauche, elle est trop idéologique, alors qu'elle devrait être neutre normalement. Que répondez-vous à cela? Eh bien, je dirais que pour moi, il est inévitable que dans un pays qui a des institutions démocratiques, on insiste sur le plan déontologique sur la notion de neutralité et sur l'apprentissage de la citoyenneté. C'est normal, puisque par définition, la démocratie est une méthode, est un cadre politique qui n'a pas de contenu spécifique, puisque par définition, des partis, et là on est vraiment dans le titre de votre émission, les pensées plurielles, très clairement, des pensées différentes doivent cohabiter. Donc là, on est contre, je dirais, la pensée unique. Mais je dirais que derrière ce discours humaniste, tolérant, que je soutiens d'ailleurs sur le plan théorique, se cache bien souvent une volonté, je dirais, je dirais, de ne pas faire réfléchir les élèves sur des mécanismes fondamentaux qui sont ceux du monde actuel où la politique ne peut pas être détachée des rapports de force sur le plan économique et social. Par conséquent, moi je n'ai jamais caché mon orientation politique, et pas du tout pour faire état par exhibitionnisme de ce que je pense, parce que ça tout le monde s'en fiche évidemment, c'est parce que pour moi, l'enseignement comme l'école n'est pas neutre. L'école a toujours répondu, depuis qu'elle existe, c'est-à-dire depuis pas si longtemps que ça finalement, hein, elle a été généralisée. N'oublions pas que l'enseignement primaire n'est devenu obligatoire qu'en 1914 en Belgique. Donc ça veut dire qu'il y avait encore plein d'illettrés jusqu'il y a 100 ans en Belgique. Hein, il ne faut pas oublier ça. Hein, et quand on est parti soi-disant au Congo pour apporter la civilisation, alors que chez nous, il y avait beaucoup d'analphabètes, hein, il faut se dire que le projet qui était énoncé par les soi-disant civilisateurs cachait bien d'autres choses qui n'avaient rien à voir avec l'humanisme. Hein. Maintenant, pour revenir à mon propos, je dirais que l'enseignement, et surtout l'enseignement de l'histoire, hein, puisque c'est mon métier, donc pour l'enseignement des mathématiques, de la physique, bon, les choses ne se présentent pas de la même manière, évidemment. Donc, un historien, un professeur d'histoire doit apprendre aux élèves la méthode qui consiste à analyser un document, un texte, une source de manière critique, bien entendu, mais ce n'est pas parce qu'on a analysé un document de manière critique qu'on est au bout du chemin. Ce document va être confronté à d'autres et replacé dans le cadre d'une synthèse qui va prendre sa place comme une brique dans une maison dans, comment dirais-je, dans un grand récit qui est celui de l'histoire de l'humanité. Et il faut que les élèves prennent conscience quand même, ou les étudiants, les miens en tout cas, qu'eux-mêmes sont le produit d'une classe sociale, d'une civilisation, et que le regard ne peut pas être neutre. C'est pas possible. On appartient, comme je vous le dis, à une société où il y a toute une série de préjugés qui sont là, je dirais, voilà, on est un homme ou on est une femme, on est un pays qui a une histoire coloniale, on a été un pays, comment dirais-je, qui a été colonisé, on est ou on n'est pas racisé. Donc il y a des tas d'éléments qui font que on n'est pas neutre. Le fait de s'en rendre compte est déjà une étape très importante. Oui, bien sûr. Ce que j'aimerais dire aussi, que donc la neutralité absolue n'existe pas, c'est évident. Nous avons tous
un côté subjectif, comme vous avez dit, nous sommes issus d'un pays, d'une culture, de classe sociale, etc. Donc, personne n'est neutre, mais c'est pas, est-ce que ce n'est pas la neutralité un objectif, ce vers quoi on doit essayer de tendre? Ou bien est-ce qu'on doit assumer en tant que professeur sa subjectivité, etc. et dire ouvertement, je suis de gauche, je suis de droite, je suis libéral, je suis pro-ceci, pro-Trump, anti-Trump, etc. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Le travail doit être fait de manière objective. Pour moi, la neutralité n'existe pas, donc la neutralité n'est pas un objectif. La neutralité, je dirais, c'est un objectif, je dirais, gouvernemental ou lié à un projet démocratique. Mais la neutralité n'existe pas. Hein, c'est pas possible. Maintenant, l'essentiel, c'est d'être honnête et de le dire. En secondaire, évidemment, c'est très difficile parce qu'un professeur ne va pas dire je suis de gauche ou de droite, donc les élèves ne savent pas ce que c'est que la gauche ou la droite, bien entendu, sauf peut-être dans les 2 dernières années du secondaire. Mais moi, en tant que formateur de professeur d'histoire, je dis quelle est ma position politique, et quand je donne mes cours de philosophie et histoire des religions, je trouve que c'est une question d'honnêteté de ma part pour leur dire quelle est mon orientation philosophique de telle manière qu'il n'y ait pas anguille sous roche et que lorsque je m'exprime, je ne laisse pas comme ça cacher, comment dirais-je, une position qui est la mienne. Je ne prétends pas que j'ai la vérité, ça par contre non, hein. Je suis contre toute forme de dictature bien entendu, mais je crois que c'est une question d'honnêteté intellectuelle que de le dire. Ceci dit, maintenant, les étudiants, lorsque je discute avec eux ou le jour d'examen, ils peuvent dire le contraire de ce que je pense, mais en général, ce ne sont pas des questions d'ordre qui nécessitent une réponse subjective, parce que ce sont des questions plutôt pas neutres, mais ce sont des questions de connaissance, je dirais, du moment que la réponse soit argumentée. Si c'est argumenté, ben, je peux à la limite mettre un 18 à quelqu'un qui est de l'autre bord politique que moi, et même tout à fait de l'autre côté. S'il y a quelqu'un qui est un imbécile et qui est de mon bord sur le plan politique, mais il va échouer. Donc, moi, je ne juge que des compétences d'ordre intellectuel. Et je n'ai pas, je dirais, à évaluer de l'éthique, de la morale, ou de la politique. C'est pas mon rôle. Là, je sortirai voilà, de ma fonction. Oui, c'est très bien, j'ai compris. En fait, vous préférez dire directement où vous vous situez, comme ça les élèves eux-mêmes peuvent se situer par rapport à vous en disant, OK, voilà, lui, il est subjectif, il est comme ça, donc il y a peut-être d'autres points de vue, etc. Donc, c'est très bien. Est-ce que j'ai une petite question aujourd'hui dans notre société, que ce soit en Belgique, mais aussi en France et un peu partout en Europe, on entend beaucoup de critiques envers les professeurs, en disant les professeurs sont des fainéants, les professeurs ne travaillent pas beaucoup, les professeurs font, comme j'ai dit, peuvent parfois de la propagande politique, etc. Est-ce que vous, en tant qu'enseignant, est-ce que ça vous blesse? Est-ce que ça vous touche? Et quel regard portez-vous à ça? Oui. Alors, pour faire le lien avec ma réponse précédente, en aucun cas un professeur ne doit faire de la propagande déjà. Il doit former à l'esprit critique. Donc, on peut avoir une orientation, mais ce n'est pas pour autant qu'on doit faire de la propagande. En aucun cas, un professeur. Mais ça arrive, hein, moi, je connais des cas. Oui. Moi-même, il y a des professeurs qui disaient, par exemple, j'ai un professeur qui était ouvertement pour le mariage homosexuel et qui n'hésitait pas de le dire en classe à de jeunes élèves, des adolescents, en disant que le mariage homosexuel, c'est merveilleux, etc., alors qu'on n'était même pas majeur et que ça n'avait rien à voir avec le cours. Oui. Non, en tout cas, moi, personnellement, je ne ferai jamais de propagande pour mes orientations. Ça, en aucun cas. En aucun cas. Ça, c'est autre chose. Hein. Donc, ça, c'est la première chose. Maintenant, pour revenir à ce qui apparaissait dans votre question, c'est-à-dire le problème de la représentation mentale que les gens peuvent avoir de la fonction enseignante. Écoutez, ça, je dirais que chacun a une représentation sur les autres. Donc, un professeur pense aussi un certain nombre de choses parce qu'il appartient au secteur public sur des gens qui travaillent dans le secteur privé ou qui sont indépendants, etc.
Alors évidemment, ben, les fonctionnaires vont plutôt dire ah ben oui, mais les indépendants, ben, ils peuvent faire de la fraude, nous on peut pas, etc. Bon, moi je me suis jamais situé dans cette optique-là. Voilà. Maintenant, ça n'empêche pas qu'on puisse essayer de démonter un système, et notre système, qu'on le veuille ou non, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est un système capitaliste qui est quand même basé sur l'exploitation. Maintenant, quand on dit qu'on a des vacances, des choses comme ça, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte de ce que c'est que le métier d'enseignant, tout d'abord. Je dois dire que moi, j'ai la chance de ne pas avoir beaucoup d'heures de cours quand je compare mon horaire à celui d'un professeur d'enseignement secondaire, mais je dirais que presque tout mon travail se fait à domicile. Je pourrais vous montrer ici tous les livres qui sont ici au rez-de-chaussée. Dans ma maison, il y a 10 000 livres et revues. Donc, oui, pas mal donc, de petites à bibliothèques. tous les étages. Un jour, il y a un kiné qui était venu pour une de mes filles il y a 25 ans, qui en arrivant ici a dit ah ben ici au fond vous êtes le responsable de la bibliothèque communale. Je lui ai dit pas du tout, c'est ma bibliothèque à moi. Voilà. Donc le travail se fait à domicile, c'est un travail d'intellectuel, un travail intellectuel de lecture. On doit se mettre à jour constamment sur les recherches qui sont faites. On doit lire constamment des synthèses. On doit mettre en lien des éléments qui n'apparaissent pas d'emblée dans les manuels. Donc, c'est un travail, je dirais, à domicile. Et les vacances, entre guillemets, c'est un moment où, effectivement, on a besoin de se reposer parfois nerveusement. Ce n'est pas mon cas parce que je n'ai pas de problème dans mes classes. Ce sont des adultes. Hein. Mais quand on est en secondaire, je comprends que, bon, j'étais en secondaire, je peux vous dire que quand on a des journées comme ça, où pendant la semaine, on a vu 250, voire 300 élèves, parce qu'en histoire, c'était le cas, 300 élèves qui vont de 12 à 18 ans. Bon, moi, j'ai enseigné à la fois dans le général, mais aussi dans le technique et le professionnel à l'époque. Quand vous vous trouvez devant quelqu'un qui a 21 ans et qui est en 7e soudure et que vous êtes un intellectuel maigrelet, bon, vous avez des arguments qui n'ont pas beaucoup de sens, je dirais, dans la tête de celui Il faut qui faire du sport, de la musculation aussi. en face de vous et devant des petits, si je puis dire, qui ont 12-13 ans et qui sont en fait des enfants prolongés, ça peut être usant. Donc, il y a la fatigue nerveuse. Donc, quand on rentre chez soi, on doit décompresser. Hein, ça, c'est une réalité. Il y a beaucoup de préparation au domicile, il y a beaucoup de réunions pédagogiques. On n'imagine pas, en fait, vous savez, c'est comme dans un théâtre. On voit la pièce pendant 1h30 ou pendant 2 heures, et c'est comme si on disait, ah, les acteurs, hein, oh, c'est cher cette place-là, j'ai dû payer, allez, je dis n'importe quoi, ici, 50 € pour ma place, hein, et voilà, ils jouent pendant 1h30, alors qu'ils ont dû répéter pendant des semaines, voire des mois. Ça n'a pas de sens. Eh bien, je dirais un professeur, c'est comme un acteur, c'est quelqu'un, ou un médecin. Vous allez chez le médecin, vous allez pendant un quart d'heure chez le médecin, vous payez 25 € et on dit, ah, le médecin il gagne bien sa vie, hein, c'est 100 € de l'heure. Ben oui, ben le problème, c'est qu'il doit se mettre à jour, c'est qu'il a tout un savoir qui résulte de ses études. Et donc, ce que l'on paye, ce n'est pas la prestation qui dure un quart d'heure, c'est évidemment tout ce qu'il y a comme savoir et comme compétences qui sont mobilisées au moment où il fait ce diagnostic. Donc, pour les enseignants, c'est la même chose, je dirais. Est-ce que le problème n'est pas aussi le système de rémunération qui est uniquement, je crois, basé sur l'ancienneté? Est-ce que ça ne doit pas aussi être basé, on va dire, peut-être sur les performances? Et aussi le problème de nomination, c'est-à-dire au bout d'un certain temps, on est nominé et vous me corrigez si je me trompe, c'est qu'on ne peut pas perdre sa place. C'est-à-dire qu'on est nominé, on ne peut pas renvoyer un professeur qui est nominé, même s'il donne mal cours ou s'il ne donne pas cours, etc. Est-ce que ce n'est pas ça aussi qui fait que y a certains mauvais professeurs qui profitent du système et qui nuisent à tous les autres? Oui, en fait, il faut d'abord expliquer pourquoi il y a nomination. Parce que les gens ne comprennent pas pourquoi il y a nomination, c'est comme pour un juge, c'est dans un souci, je dirais, d'éviter que le pouvoir politique, lorsqu'il change, par exemple, lorsqu'il y a un gouvernement, puisse, je ne sais pas, comme par exemple tous les 4 ans aux États-Unis où le président change complètement l'administration de son prédécesseur,
puisse, à un moment donné, parce qu'il apprend que tel ou tel professeur est de telle orientation, puisse le dégommer alors qu'il est peut-être un excellent professeur du point de vue technique et en termes de compétences. Donc la nomination est une protection, je dirais, politique par rapport au pouvoir en place. Est-ce que c'est aujourd'hui, est-ce qu'à notre époque, est-ce que ça existe encore qu'on veuille renvoyer tel ou tel professeur parce qu'il pense mal, entre guillemets? Aujourd'hui, c'est encore utile? Ben, on n'en sait rien parce que justement, il y a nomination, mais s'il n'y avait pas nomination, c'est sûr que ça se ferait. Moi, je peux vous dire, en ce qui me concerne, moi, que pendant quand même un certain nombre d'années, j'ai été délégué syndical et je peux vous dire que j'ai eu des soucis justement dans mes attributions, les horaires qu'on m'a donnés, parce que, entre guillemets, j'étais un emmerdeur parce que je défendais les travailleurs, qu'ils soient des collègues ou des ouvriers, etc. Donc, j'ai eu des problèmes, donc j'ai pas eu de nomination supérieure à la mienne parce que justement, j'avais une orientation politique. Donc, je peux vous en parler concrètement. Ouais, Concrètement. Okay. Donc ça, c'est une réalité. Alors, vous me disiez, je ne sais plus, parce qu'il y avait quelque chose. Est-ce que peut-être certains mauvais professeurs profitent du système et nuisent alors à l'image de tous les autres? Alors, maintenant, il faut savoir déjà que on peut toujours être mis à pied pour des raisons morales. Ah, il est évident que si vous allez sur l'estrade et que vous avez un comportement qui renvoie à, je ne sais pas, des comportements sexuels déplacés, ou que comment dirais-je, vous prononcez des paroles déplacées vis-à-vis d'un étudiant, mais ce n'est pas parce que vous êtes nommé que vous allez rester à votre place, hein. Pas du tout. Vous savez, il peut y avoir des suspensions de traitement, vous pouvez être, comment dirais-je, des suspensions même pendant plusieurs mois dans votre profession, etc. Maintenant, votre nomination, vous la gardez, c'est vrai. Mais donc, être nommé, ça ne veut pas dire que tout est permis. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Il peut y avoir des enquêtes sur la réalité. Ben, on en a beaucoup parlé quand il était question de pédophilie, par exemple. Ben, vous avez beau être nommé, si vous êtes pédophile, ben, il y a la justice pénale qui va intervenir. Vous aurez beau être nommé, mais vous serez quand même dégommé hein, si vous allez en prison. Donc, vous voyez, donc, on n'est quand même pas complètement libre. Ça, c'est sûr. Maintenant, quand vous parlez des compétences du professeur, des professeurs qui ne fichent rien ou des professeurs, vous savez, il y a quand même une direction dans les écoles. Il y a quand même bon, des inspecteurs. Je veux dire, ce sont des gens qui ne sont pas complètement impuissants. C'est pas parce que vous êtes nommé hein, que vous ne pouvez pas être appelé par votre hiérarchie. Il y a quand même la pression, je dirais, de l'opinion publique, c'est-à-dire les parents dans les réunions de parents, des délégués de classe, des délégués de parents qui peuvent, et quand ça se répète, il ne faut pas croire que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous savez, non, 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 ça c'est un mythe, donc ça c'est pas vrai, je dirais, il y a quand même des limites, et je dirais que si quelqu'un a été nommé alors qu'il aurait pu être arrêté à temps avant sa nomination, la responsabilité intervient à ceux qui ont laissé passer, je dirais, cette nomination. Je veux dire, c'est pas parce qu'on rentre dans l'enseignement qu'on est d'office, dès qu'on a mis un pied, comme je dirais, au début de sa carrière, qu'on va y rester. On peut être arrêté avant d'être nommé quand même. Hein. Ok, parfait. Je voulais vous demander aussi, aujourd'hui, le savoir, vous avez parlé un petit peu des nouvelles technologies, d'Internet. L'information, le savoir est très répandu. Aujourd'hui, avec son smartphone, on a accès à pas mal de connaissances. Et donc, forcément, le rôle de l'école a changé. Et donc, je voulais avoir votre avis. Pour vous, quel est le rôle de l'école aujourd'hui à notre époque et peut-être demain? Ah, ben écoutez, l'école, je dirais, c'est une institution fondamentale dans une société. Pourquoi? Parce que l'école a essentiellement pour fonction de transmettre. Je dirais que c'est la première fonction d'une école, c'est de transmettre. Alors, c'est pas seulement de transmettre des savoirs, c'est de transmettre aussi des savoir-faire. On a beaucoup parlé des compétences tout à l'heure. C'est transmettre également des valeurs qui font de, je dirais, la société, la civilisation dans laquelle on vit. Donc, s'il n'y a pas d'école qui est organisée par les pouvoirs publics, il y aura inévitablement des écoles privées qui vont se développer avec, hélas, parfois, alors là, des orientations
qui ne sont pas celles qui, je dirais, feraient consensus ou en tout cas permettraient, parce que basées sur d'autres valeurs, inévitablement, si vous avez une école privée, il faudra payer à Minerval. Donc, par conséquent, il y aura une sélection parmi les élèves, parmi les étudiants. Donc, ce seront des élèves ou des étudiants qui appartiennent à certaines couches de la société. Et dans ces écoles-là, on va défendre évidemment une certaine vision de la société. Donc, je dirais que dans une société comme la nôtre, qui se veut démocratique, maintenant on peut discuter effectivement sur le contenu que l'on met derrière le concept de démocratie, je dirais en fait que l'école reste fondamentale tout en n'oubliant pas qu'elle a toujours une fonction, je dirais, idéologique qui consistait à normer les individus, à les formater pour qu'ils puissent s'intégrer dans la société, même quand les intentions conscientes sont les meilleures du monde au départ, y compris dans le chef des professeurs et des pédagogues. Il suffit de voir, quand on voit un petit peu l'histoire de la pédagogie, l'histoire de l'éducation, l'histoire de l'école tout simplement, quand on voit les cours qui, depuis le 19e siècle, ont été créés dans les écoles. Si on a créé des cours d'éducation physique, ce n'est pas par hasard. Ah, voilà, il se fait, c'est dans un but hygiéniste. Les élèves qui arrivaient à l'école primaire et qui voilà, jusqu'alors, ils travaillent dans les mines ou dans les champs, donc ils étaient rachitiques, ils n'étaient pas du tout développés. Donc, les cours d'éducation physique ont eu pour fonction essentiellement d'augmenter les rendements, si c'est bien triste à dire, d'augmenter les rendements, parce que vaut mieux avoir un cours donné à de jeunes enfants, puis à des adolescents, qui seront d'autant plus efficaces qu'ils seront en bonne santé. Si on a créé des cours de langue, c'est dans le cadre de la deuxième révolution industrielle et de la troisième révolution industrielle, et dans le cadre de la mondialisation, parce qu'il fallait que les individus soient aptes à s'intégrer dans cette société mondialisée de type capitaliste. Vous voyez, les cours d'histoire et de géographie, je vous en ai parlé tout à l'heure, ils avaient une fonction essentiellement d'ordre de propagande patriotique. Je veux dire, tous les cours ont été fondés avec un objectif qui n'est pas, même si on le disait, qui n'était pas humaniste. Alors maintenant, on peut faire des cours humanistes avec ce qui existe. Ça, c'est autre chose. Il y a beaucoup de professeurs qui le font. Mais je ne crois pas que l'objectif des dominants, c'est-à-dire ceux qui sont aux rênes du gouvernement dans la société, est essentiellement de faire des jeunes épanouis. Alors que, évidemment, l'objectif majeur d'une école, ça devrait être l'émancipation des individus de telle manière qu'ils soient libres et surtout autonomes dans la société. Mais je ne suis pas convaincu que ce soit les objectifs majeurs qui sont ceux des dominants, en tout cas. Enfin, ça, c'est mon point de vue. On va dire de nouveau que j'ai une lecture un peu orientée, c'est fort possible, mais je l'assume. Oui, justement, moi, je pense qu'aujourd'hui, le rôle de l'école doit développer le sens de l'autonomie, de l'indépendance aux élèves, puisque aujourd'hui, le savoir est très répandu dans la société. C'est très facile de connaître un peu tout sur tout. Je pense, par exemple, en histoire, il y a pas mal de livres d'histoire gratuits sur Internet, parfois de qualité, parfois pas, de sciences, technologies, de la programmation, etc., des langues, etc. Mais il faut savoir en faire quelque chose. Et donc, il faut savoir, par exemple, critiquer l'information, qui a écrit, d'où vient cette information, quel site, etc. Est-ce que c'est sérieux, pas sérieux, synthétiser, résumer, apprendre, emmagasiner l'information, savoir en faire quelque chose. Est-ce que c'est pas ça, normalement, le but? Est-ce que ça devrait pas être ça, le but de l'école du XXIe siècle? Alors, on est tout à fait d'accord. Plutôt que de transmettre forcément un savoir qui peut-être demain sera plus d'actualité, obsolète. Oui, mais là, on est tout à fait d'accord. Mais on peut se demander si, derrière cette idée d'autonomisation des individus, il n'y a pas
non pas une idée vraiment d'émancipation réelle, mais si en même temps, ça ne rejoint pas de manière presque perverse, je dirais, un des objectifs des entreprises. On s'est rendu compte que le management, ça remonte déjà à 30 ou 40 ans, je dirais vertical, un management où les individus doivent travailler dans le cadre d'une hiérarchie stricte et en tout cas manifeste, n'était peut-être pas le meilleur moyen de faire du rendement dans une entreprise et que peut-être, et c'est même certain, c'était plus intéressant de donner, je dirais, une certaine latitude, ou en tout cas de donner l'impression aux individus qu'ils avaient une certaine créativité dans l'entreprise en travaillant d'une manière coopérative en équipe, pour des raisons qui sont toujours les mêmes, qui sont celles du rendement, et en aucun cas celles de l'émancipation de l'individu. Et par conséquent, l'école, comme je le disais tout à l'heure, qui a pour objectif, je dirais, caché, entre guillemets, c'est pas tout à fait caché, mais quand même de préparer les individus à la vie adulte, eh bien, justement, par cet affichage d'autonomisation n'était pas le véhicule involontaire, justement, d'un objectif qui est celui des entreprises, qui a transité entre autres par les recommandations de l'OCDE dont je vous parlais tout à l'heure dans les années 1994-97, je crois. Donc, il faut voir. Alors, évidemment, on peut dire… ne peuvent pas les deux paires. Est-ce que c'est forcément contradictoire? Si, par exemple, on émancipe l'individu, il y aura peut-être, ça va aussi peut-être développer l'économie, on aura peut-être de meilleurs managers, plus d'entrepreneurs, d'indépendants, des gens qui prennent des risques, etc. Est-ce que les deux ne doivent pas forcément s'opposer? On peut en discuter. On peut en discuter. Moi, je n'ai jamais prétendu avoir la vérité. Hein. Simplement, voilà, je préfère être réactif, me poser des questions. Et devant mes étudiants, j'essaie toujours de poser un problème, mais en aucun cas d'apporter des solutions. Ce serait ridicule, ce serait contraire à l'objectif de l'enseignement. Mais parfois, je crois que ça peut être stimulant d'avoir en face de soi un adulte qui ne représente pas l'autorité, mais qui représente au fond un problème. L'individu, donc moi en l'occurrence en tant que professeur, je viens avec une position et ça peut être le lieu, l'occasion d'un choc, j'allais dire, émotif, cognitif, par rapport à quelqu'un qui pense autrement. Et c'est finalement le résultat de cette équation, le résultat de cette réaction physico-chimique qui va faire que l'individu va se développer. Et en aucun cas, je ne souhaite que mes étudiants, je crois qu'il n'y en a aucun, ou alors de très rares, qui pensent la même chose que moi après avoir suivi mes cours pendant 3 ans ou 4 ans. Parfait. Petite question belgo-belge. Est-ce que au Luxembourg, ils ont l'enseignement multilingue en luxembourgeois, en français et en allemand? Est-ce que pour résoudre les conflits communautaires en Belgique entre les francophones et les néerlandophones, il ne faudrait pas aussi créer une école bilingue? Ah oui, bien entendu. Mais ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. On est dans un pays que vous connaissez aussi bien que moi, qui est déjà très compliqué. Si en plus on met ça sur la table, moi je serais 100% pour, d'autant plus que je dirais que tout, sur le plan langagier, tout se décide avant 5 ou 6 ans, comme vous savez, parce que c'est à ce moment-là qu'au niveau des synapses, tout se bloque. Et si on n'est pas un enfant bilingue avant ces 5 ou 6 ans, eh bien, on ne sera jamais un vrai bilingue. Pour penser dans 2 langues et à partir de là, avoir des mécanismes qui vous permettent d'apprendre de multiples langues et pas simplement d'approfondir vos 2 langues de base, vos 2 langues maternelles, si je puis dire, bien, il faut que tout ça se fasse quand on est très jeune. Donc, ça devrait se faire au niveau d'école maternelle. Et il ne faut pas attendre l'école primaire ou l'école secondaire. Je dirais qu'à ce moment-là,
c'est pas trop tard, mais c'est presque trop tard quand même. Vous seriez pour, en commençant par le maternel et puis Évidemment, évidemment, évidemment. Et je dirais, ce serait même pas spécialement le néerlandais, le français ou l'allemand. Ça pourrait être d'autres langues aussi, parce qu'il n'y a pas de raison. Si on est dans un quartier, bon, voilà, où domine, en tout cas comme première langue à domicile, peut-être de moins en moins maintenant, parce qu'évidemment, ben, il y a l'intégration, en tout cas pour certaines populations, mais ça pourrait être d'autres langues aussi. Moi, je ne suis pas belgo-belge, voilà, il n'y a pas de souci. Mais alors, ce serait évidemment très compliqué à gérer parce qu'il y a eu des migrations successives en Belgique, comme vous le savez. Il y a eu les Italiens, il y a eu d'abord les Espagnols, les Portugais, puis il y a eu les Italiens, puis il y a eu les Marocains, les Turcs, et puis il y a eu les Polonais qui sont arrivés après 1990, 91, et puis après, il y a eu les Équatoriens, les Brésiliens, etc. Donc, on ne voit pas quelle serait la deuxième autre langue, ce serait ingérable, si vous voulez. Donc, on peut, pour des raisons pratiques, se limiter aux deux langues nationales. Ben, le problème, c'est que… Ça serait déjà énorme, hein, ça serait déjà énorme. Mais le problème, c'est qu'on est dans un pays qui est en voie de divorce depuis de nombreuses années. D'ailleurs, on se demande si le divorce aura jamais lieu, mais il se fait par petites touches depuis quand même au moins 1970 sur le plan institutionnel, ça c'est sûr. Parfait. Changeons un petit peu de sujet. En plus de votre activité en tant qu'enseignant d'histoire, vous avez créé une chaîne YouTube il y a quelques années. Je crois que ça a dû commencer peut-être il y a 7 ans, je crois. Les plus anciennes, je crois, datent d'il y a 7-8 ans. Oui, je crois que c'est 2013, effectivement. Oui. Voilà, je voulais un petit peu vous demander, vous avez un petit peu, pardon, vous en avez un peu parlé au début. Je voulais savoir pourquoi avoir créé cette chaîne. Et aussi, est-ce que vous vous attendiez au succès que ça a rencontré? Parce qu'il y a eu pas mal de succès. Est-ce que vous entendiez à ça? Est-ce que vous avez eu des retours positifs ou négatifs par rapport à vos cours, à vos vidéos? Voilà. Écoutez, donc je ne suis pas à l'origine de l'idée de mettre mes cours sur YouTube. C'est un technicien, un informaticien qui s'occupait de la, comment dirais-je, de la mise en ligne de mes cours à destination interne de l'établissement dans lequel je suis, puisque mes cours étaient destinés à mes propres étudiants. Et puis, il m'a fait connaître YouTube que moi, vieux brontosaure, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas YouTube en 2013. Bon. Et parce que je crois que YouTube doit dater de 2007, quelque chose comme ça. Oui, je pense. Voilà, je crois que YouTube existait depuis 6 ans, mais enfin, on n'en parlait pas encore énormément à cette époque-là. Ceux qui étaient vraiment à la page. Hein. Et alors, il m'a dit, ah ben tu sais, ça peut se diffuser. J'ai dit, ben pourquoi pas? Il est évident que je n'imaginais pas une seule fois que ça allait intéresser autant de monde. Ça, c'est clair, quand je me disais, ça va intéresser 2 ou 3 personnes. Et puis, il se fait qu'en 7 ans, maintenant, voilà, ben, puisque vous avez eu la gentillesse d'évoquer le succès de ma chaîne, il y a 4 millions, presque 4 millions 600 000, j'y dirais, vues. Il y a plus de, je crois que c'est 32 000 abonnés, quelque chose comme ça, ou 33 000, je n'ai pas vérifié le chiffre récemment. Et donc, moi, je ne pouvais pas imaginer ça. D'autant plus que j'ai essayé de voir un petit peu à partir de la correspondance nombreuse que je reçois sous forme de mail ou par Facebook, de voir un petit peu quel était le profil sociologique de ceux qui regardaient la chaîne. Il se fait qu'il y a 2 types de publics. Alors, d'une part, il y a des étudiants d'histoire en France ou en Afrique du Nord, principalement. Même en Afrique du Nord, Ah oui, des Tunisiens, des Marocains, il y en a beaucoup. Et alors aussi de temps en temps des Sénégalais, par exemple. Voilà. Mais donc, en Tunisie, au Maroc, il y en a beaucoup. Mais c'est surtout des Français. Il y a quelques Belges, mais enfin, la Belgique francophone, c'est quand même peu de choses à côté de la France. C'est 20 fois moins, je dirais, que la France. On parle de la partie francophone du pays. Un peu plus de 4 millions de francophones en Belgique. Voilà, pour 66 millions de Français ou 67 millions de Français. Donc, vous voyez, ça présente. Donc, beaucoup d'étudiants d'histoire qui font des études dans les universités françaises. Alors, ça, c'est
un public. Et alors, il y a un autre public qui est constitué d'amateurs d'histoire, des gens qui ne se destinent pas du tout à être chercheurs ou professeurs d'histoire, et qui, eux, alors là, ce sont parfois des autodidactes. Certains n'ont même pas fini leur secondaire et sont des gens très volontaires et se disent, et m'écrivent en disant, mais grâce à vous, j'apprends ce que je n'ai pas eu l'occasion d'apprendre. Le tout premier courrier que j'ai eu en 2013, et j'ai eu la larme à l'œil, bien entendu, alors là, ce n'était pas un autodidacte par contre, c'était un professeur d'histoire de Toulouse, je m'en souviens très bien, qui m'a écrit en disant, voilà, est-ce que vous m'autorisez à copier sous forme de DVD vos leçons parce que je donne des cours d'histoire dans une prison à Toulouse à quelqu'un qui est pour plusieurs années et qui voudrait entamer des études d'histoire. Eh bien, figurez-vous que cette personne, pendant 3 ans, a suivi mes cours d'histoire parce qu'il n'avait pas d'autre possibilité de suivre des cours à la fac, quoi. Ouais, Et ouais. donc, il a eu son diplôme Ah, c'est super. il a une licence ou une maîtrise en histoire en restant en prison. Alors, vous pensez bien que ce jour-là, ben, ça a été Super, mon ça. petit cocorico personnel de me dire, ah, mais quand même, hein, mes vidéos, ça sert quand même à quelque chose, parce que ça ne sert pas seulement à faire découvrir l'histoire à des autodidactes, voilà, ça permet aussi à des étudiants de réussir des examens, voire des concours de CAPES et d'agrégation, parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont écrit à ce sujet-là aussi, mais aussi à certains qui sont dans des conditions extrêmement difficiles. Voilà, donc de ce point de vue-là, ben, je suis heureux, Ah, épanoui. ouais, Voilà. super. Oui, moi, c'est comme ça aussi que je vous ai découvert en regardant un petit peu vos vidéos. L'histoire, Vous j'avais n'êtes vu. pas en prison, là. Pardon? Vous n'êtes pas en prison, là, je Ah non, non, je suis dis. pas en prison. Je suis pas en prison. Non, je- J'ai vu l'histoire, par exemple, de la colonisation du Congo. Franchement, je Oui, ne connaissais pas grand-chose, puisqu'à l'école, on n'avait pas appris grand-chose. On avait appris que c'était la propriété du roi Léopold II, et puis qu'il avait légué à sa mort à l'État belge, et puis voilà, ils sont devenus indépendants. Enfin, vraiment pas grand-chose, et c'était pas toujours tout à fait exact. C'était parfois idéologique. Et donc, grâce à vos cours, j'ai pu aller plus loin, ou l'histoire, par exemple, j'avais vu l'histoire du Maroc, voilà, pas mal aussi d'entretiens, etc. Donc voilà, je me suis un peu cultivé en regardant vos vidéos. C'était assez intéressant et c'est comme ça que je vous ai connu et que je trouvais que c'était une bonne idée. Franchement, c'est franchement une bonne initiative. Et je voulais vous demander, est-ce que vous continuez la chaîne? Parce que j'ai vu que ça fait un bout de temps que vous n'avez pas posté. Est-ce que l'année prochaine, vous allez continuer à enregistrer, etc.? voilà. Mais écoutez, vous avez peut-être vu voilà, depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, mais il y en avait quelques-unes qui avaient été faites avant sur DVD et qui ont été reprises par la suite sur ma chaîne. Donc, en fait, ça fait peut-être 10 ans de leçons qui apparaissent dessus. Bon, j'en ai fait quand même 800. Donc, ça m'a demandé un travail Ah, considérable, pas d'enregistrer, parce que quand j'enregistre, c'est 1 heure et quart. Ça, c'est pas grand-chose. À la limite, je me repose au moment où je fais le cours. Mais c'est tout le travail qu'il y a derrière. Il suffit de voir, si vous regardez un petit peu les bibliographies que je présente à la fin de mes leçons, je présente 5, 6, parfois 10 ouvrages que j'ai peut-être pas lus de A à Z, mais enfin, j'ai lu en tout cas les chapitres qui m'ont servi pour préparer la leçon. Et donc, derrière tout ça, il y a une vie de lecture. Il y a une bien vie de sûr. lecture. Donc, les années passant, bon, maintenant, je suis, comment dirais-je, le plus vieux et le plus ancien professeur de mon établissement. Voilà, dans 2 ans, je prends ma retraite, puisque voilà, je vais avoir bientôt 63 ans. Rien n'exclut d'ailleurs que je poursuive cette chaîne quand je serai pensionné, mais il est clair que j'ai ralenti mon travail, donc ça c'est vrai, vous avez bien vu. Donc je lis, il faudrait que je m'y remette. Il y a toute une série, pour l'instant j'ai au moins 50 leçons qui sont prêtes, je dirais, sur le plan intellectuel, mais il faudrait que je les enregistre, voilà. Ceci dit, je ne veux pas jouer au petit malheureux ici, mais tout ça s'est fait
je dirais, avec mes propres moyens. Ça ne s'est pas fait avec l'aide de subsides quelconques. C'est mon matériel. J'ai payé mon informaticien, donc ça veut dire que jusqu'à présent, j'ai peut-être dépensé de ma poche 15 000 euros, donc ça n'a l'air de Pas rien. mal. Mais voilà, c'est quand même un petit cadeau que je voulais faire, je dirais, à l'humanité, d'une certaine manière. On peut considérer que je suis un illuminé, mais enfin, je trouvais que c'était dommage d'avoir travaillé toute une vie et de ne pas en faire profiter les autres. Bien sûr. Voilà. Alors maintenant, je crois que, ben oui, les leçons qui sont faites, je vais certainement les enregistrer un jour, mais ce ne sera plus au rythme antérieur où j'en enregistrais 3 par semaine parce Beaucoup. que voilà, j'ai vieilli et bon, voilà. La motivation est toujours là, mais je travaille moins vite, si je puis dire. Oui, je comprends, c'est normal. Un petit mot de la fin. Est-ce que vous avez un mot pour les futurs enseignants qui nous regardent? Qu'aimeriez-vous leur dire? Qu'aimeriez-vous leur transmettre? Bah, écoutez, vous pensez bien, et ça a dû se sentir pendant notre échange ici, c'est que, bon, moi, évidemment, l'enseignement d'histoire m'a permis de m'épanouir. C'était vraiment un vrai bonheur. Pourquoi ça a été un vrai bonheur? Pas seulement parce que c'est une passion, comme je l'indiquais au début de notre échange, depuis que je suis un petit enfant. C'est certainement le primum mobile, le point de départ, le carburant, je dirais. Mais c'est parce que ça m'a permis aussi de découvrir le fonctionnement des sociétés. C'est ça qui est intéressant. C'est d'essayer de comprendre, en tout cas maintenant, je dirais, enfin depuis un certain nombre d'années pour moi, comment s'articule dans une société les rapports de domination, d'exploitation et d'aliénation, donc ce qui permet de faire le lien entre, d'une part, l'histoire politique, l'histoire économique et sociale et l'histoire des mentalités. C'est comprendre au fond qu'une société forme un système, que ce système n'arrête pas d'évoluer. Et donc mon point de vue n'est pas celui d'un anthropologue, du sociologue qui étudie la société, je dirais, d'une manière synchronique. Ma perspective est celle, donc, comment dirais-je, c'est une perspective diachronique, donc dans la durée, mais je crois, j'en suis convaincu en tout cas, que l'histoire nous permet de mieux comprendre ce qui se passe dans la société d'aujourd'hui et de prévenir et de se mobiliser contre les drames qui vont se produire dans les décennies qui viennent. Moi-même, je ne serai sans doute plus là parce que ben voilà, j'aurais fini mon temps. Mais pour moi, c'est l'apocalypse qui se prépare et je veux dire, on est trop loin dans le processus à l'heure actuelle de réchauffement de la planète. On a vraiment, enfin, je dirais, ben, enfin, je suis pas responsable, hein, mais je crains effectivement que ce n'est pas seulement l'être humain qui est en cause ici, c'est la vie. Quand on voit que depuis 30 ans, là, il y a 60% des vertébrés de la planète qui ont disparu, ben, qu'est-ce que vous voulez? Je ne sais pas ce qu'il faut montrer de plus. Il y a des images qui montrent que les glaciers sont en train de s'effondrer complètement. On a vu que le mois passé, il y avait 38 degrés au cercle arctique, 38 degrés au-dessus de zéro. Écoutez, je crois que les signes sont tellement évidents qu'il faudrait être aveugle pour ne pas faire tout ce qu'il faut pour que ça ne s'aggrave pas encore plus. De toute façon, on ne pourra pas éviter le drame. Et alors, ça a quelque chose de dérisoire. C'est d'abord scandaleux d'arrêter tous ceux qui viennent d'Afrique sur de frêles esquifs, embarcations. Mais il est évident, ça me paraît évident que dans les 30 ans qui viennent, il y aura des dizaines de millions d'Africains qui vont venir. Ce sera inévitable. Je ne sais pas ce que les gens imaginent. Et nous devrons les accueillir. Écoutez, ça me paraît évident, à moins de. On ne va pas mettre des canonnières tout le long de la Méditerranée, ça me paraît quand même assez évident. Donc, vous pensez que l'histoire sert un petit peu à éclairer sur le futur, à prévenir, par exemple, de futurs conflits, etc. Oui, mais je sais très bien que ça permet de réfléchir à, mais que les professeurs d'histoire ne sont rien du tout dans le processus de décision et que les guerres auront lieu quand même, malgré toute la bonne volonté de beaucoup de manifestants, même s'il y a des centaines de manifestants dans les rues,
je crains, hélas, que face au nationalisme montant à l'heure actuelle, à la position quand même de chefs de grands États à l'heure actuelle, je crains fortement que les dés ne soient pipés et que, hélas, les jeux ne soient faits. Mais voilà, bon, un historien n'est pas un prophète, donc j'espère me tromper. L'histoire n'est pas écrite à l'avance, que ce soit très clair, mais il ne faut quand même pas oublier que le mot professeur a la même étymologie en latin que le mot prophète en grec. Prophète ou professeur, c'est celui qui parle à la place de ou devant. Voilà. Alors, je vois qu'on termine sur une note négative. Il faudrait un peu plus de positivité, plus de... Essayez de trouver alors une question qui me conduise à être plus positive. En tout cas, je trouve... L'enthousiasme, je l'ai eu dans ma vie et je l'ai toujours. Donc, à mon âge, en tant que professeur d'histoire, je crois que je peux encore apporter des choses, mais je crois que voilà, il faut avant tout être un citoyen actif. Et quand je dis citoyen, c'est pas un bon citoyen qui va voter, parce que ça veut rien dire. Les gens votent et puis après, ils ne contrôlent plus les élus pour lesquels ils ont voté, donc ça ne sert à rien. Mais être un citoyen actif dans la cité, ça veut dire prendre ses responsabilités, chacun de notre côté, essayer, je dirais, de rendre le monde le moins invivable possible dans les décennies qui viennent. Et ça, je crois que l'individu a un rôle, même s'il est tout petit par rapport au rapport de force sur la planète. Parfait, très bien. Merci en tout cas, Monsieur Dufay. C'était très intéressant. Je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à rajouter ou vous avez dit tout ce que vous aviez à dire. Le mot de la fin, ce sera dans quelques années quand j'aurai terminé ma dernière vidéo, parce que j'aurai encore des choses à dire, très certainement. Mais voilà, bon, peut-être que dans quelques années, je penserai tout à fait autrement de maintenant, suite à des éléments nouveaux qui vont intervenir dans la société, dans le monde ou dans ma vie personnelle. Rien n'est écrit à l'avance, mais je crois qu'on sait beaucoup plus de choses sur ce qui va se passer dans les 50 ans que sur ce qui s'est passé à certaines époques sur lesquelles on a beaucoup écrit. Je pense au 6e, 7e siècle de notre ère, par exemple, l'époque mérovingienne, pour laquelle, pour la Belgique, par exemple, nous n'avons rien du tout. Eh bien, si les historiens se permettent d'écrire sur des périodes à propos desquelles on n'a pas grand-chose, par exemple aussi la période géométrique, je dirais 10e, 9e siècle, en gros, avant la Grèce archaïque, si on se permet d'écrire là-dessus, je crois que l'historien peut se permettre de dénoncer un certain nombre d'hypothèses quand même sur les 50 ans qui viennent avec beaucoup plus de certitude que sur des civilisations du passé qui ont laissé quasiment aucune trace. Parfait. Merci encore, Monsieur Dufay. Je rappelle votre chaîne YouTube, Jean-Michel Dufay. Je conseille à tout le monde d'aller s'y abonner. Vous serez un peu moins bête. Merci en tout cas et bonne chance pour la suite en tant qu'enseignant et aussi pour votre chaîne YouTube. Merci en tout cas. En tout cas, merci beaucoup à vous de m'avoir invité et vous avez remarqué donc que je suis un professeur très bavard. On a fait un peu plus que ce qui était prévu, mais c'est pas grave. C'était très intéressant, très intelligent. Donc, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Merci encore. Au revoir. Au revoir. Au revoir.